Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre exploration de l'alliance No-Code et IA. On reçoit une spécialiste du domaine qui a la particularité de réserver son savoir-faire à des projets à impact. Attention, inspiration garantie dans cette émission. Allez, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, assurément techniques aujourd'hui, désolé, il y aura un tout petit peu de technique, et pourquoi pas politique. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez nous retrouver sur cause-commune au singulier.fm, sur son app mobile, 93.1 sur la bande FM et le DAB+, et bien sûr sur votre plateforme de podcast préférée. Surtout, vous n'hésitez pas, parce que ça prend 3 secondes, mais pour nous, c'est très, très important. Vous nous mettez des likes, vous nous mettez des pouces. Surtout, vous essayez de voir si vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est top, parce que c'est notre seule récompense, en fait. Et ça nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Maury Fodé-Cissé, dans une émission précédente, a eu la gentillesse de nous faire rentrer dans l'univers du no-code. Cette nouvelle façon de réaliser des développements numériques, enfin nouvelle, maintenant elle a quelques années quand même, qui révolutionne le lancement de nouveaux services et démocratise la partie technique des projets. Les no-codeurs, habitués à simplifier et à automatiser les usages, ont vite compris tout le potentiel qu'ils pouvaient tirer des nouveaux outils d'IA générative. Ils jonglaient et connectaient déjà de nombreux services entre eux via des plateformes de dev et d'automatisation. L'IA est donc rentrée dans leur boîte à outils à la vitesse du déploiement parmi le grand public. Le no-code et l'IA sont des outils de rêve pour les start-upers en herbe qui ont besoin de monter rapidement des POC, des expérimentations de services, pour pouvoir tester des concepts et tester des clients potentiels. Vous montez rapidement, sans avoir à tout développer de zéro, une interface crédible avec laquelle vos utilisateurs peuvent interagir pour manipuler votre service et vos produits. Vous testez votre offre et en fonction de la demande, vous adaptez vos fonctionnalités et faites grossir votre infrastructure pour qu'elle tienne la charge. Vous n'avez plus besoin immédiatement, en tout cas, d'un CTO, d'un Chief Technical Officer, d'un directeur technique pour parler français, à plein temps pour développer. Bon, vous avez juste besoin d'un ou d'une accompagnatrice technique, certes expérimentée, mais surtout orientée croissance rapide qui sait aller à l'essentiel. Figurez-vous que notre invitée du jour a exactement ce profil et qu'en plus, elle affectionne tout particulièrement les projets qui ont du sens et de l'impact. Bonjour, Claire Champourlier. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Merci. Parlez-moi d'IA, Claire. Alors, je vais vous faire un peu revenir en arrière. Vous vous souvenez de votre première interaction avec l'IA générative, d'un LLM comme ChatGPT, au milieu de votre no-code, au milieu de votre développement? C'était quoi finalement votre première réaction de cette interaction entre vos habitudes no-code et un système d'IA? C'était à la fois très étonnant et totalement dans la continuité de ce que j'avais fait jusque-là, puisque j'avais déjà travaillé sur des chatbots, mais à l'époque, c'était finalement juste on détectait des mots-clés et on en déduisait ce qu'on allait faire derrière. Et là, d'un seul coup, on se retrouvait vraiment à avoir une interaction beaucoup plus naturelle. Et à la fois, c'était impressionnant et à la fois beaucoup d'erreurs au tout début, donc c'était très amusant à voir. L'impression, c'est quoi? C'est la capacité à échanger avec un langage fluide, oui, avec le bot? Vraiment, le fait de pouvoir échanger naturellement et de se dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un caché derrière? Parce que finalement, avant, on avait des bots où en réalité, on avait des armées de personnes derrière qui répondaient. Il y a quelqu'un dans la boîte ou quoi? C'est ça? Oui. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes Technical Startupper Advisor. Ça veut dire, en fait, vous accompagnez les startups d'un point de vue technique. On va revenir sur ce que ça recouvre derrière. Mais avant ça, vous avez fait de nombreux métiers dans le numérique. C'est quoi votre formation?
Alors au départ, j'ai un DUT d'informatique et j'ai ensuite poursuivi sur une école d'ingénieur en ce qu'on appelle les admissions parallèles et du coup un profil très très technique avec un bac technique avant. Et avec ce profil technique, vous êtes assez vite rentré finalement dans une grande entreprise française, on peut même le dire, non ? Société Générale, où vous avez finalement enchaîné pas mal de postes dans le numérique, souvent côté DSI, donc effectivement très technique d'entrée de jeu. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, ce cheminement dans un grand groupe français, dans une grande entreprise, ce cheminement dans la tech pour votre activité actuelle ? Quand vous retournez, vous dites ça, c'est vrai que je suis content de l'avoir fait parce que... En fait, j'ai énormément appris. J'ai eu la chance de faire des métiers très très différents et on m'a donné cette chance de pouvoir... toucher à des métiers de gestion de projet, de conseil en stratégie, vraiment de pure informatique, et de rencontrer surtout beaucoup de monde qui m'ont énormément enrichi et qui m'ont donné confiance en moi. Ah, la confiance, ça c'est important effectivement pour pouvoir ensuite créer du coup une start-up. Vous avez créé une start-up, mais en intranet, en intrapreneur. Ça, c'est quand même pas mal aussi comme programme quand on est dans une entreprise et qu'on a la chance. C'était quoi comme start-up ? Ça faisait quoi ? Alors, on a eu en fait une carte blanche pour créer quelque chose pour les jeunes. C'était ça la seule ligne qu'on a eue. Et on a choisi de créer une application qui aidait à organiser des soirées, à trouver le bon cadeau, à choisir, à trouver un lieu et éventuellement, en fait, dans l'idée, pour avoir quand même un petit rattachement au monde bancaire, l'idée, c'était de pouvoir offrir, au lieu d'offrir une carte cadeau, mais d'offrir une carte bancaire préchargée pour acheter ce qu'on veut après. Une manière de faire une cagnotte, parallèle à l'événement. Une vraie carte bancaire. D'accord. Et alors, c'est que ça vous a apporté quoi, cette expérience ? Pareil, parce que ce parcours-là, vous l'avez quand même construit au fur et à mesure, parce qu'après la formation technique, vous êtes fait quand même une formation aussi MBA, donc une formation un peu plus tournée business et économique. Et du coup, ça vous a apporté quoi, ce saut dans le monde start-up ? Alors, il y a assez longtemps, en fait, que je naviguais un petit peu dans le monde start-up, puisque j'avais déjà des start-up à la maison par mon conjoint. D'accord. Mais du coup, j'avais vraiment très, très envie un jour de créer quelque chose. C'était un petit peu... on était encore au tout début de notre carrière, donc c'était un petit peu chacun notre tour, parce qu'il fallait quand même payer le loyer à la fin du mois. Et en fait, ça a vraiment été cette opportunité de rentrer en start-up, en intrapreneuriat. C'était l'occasion de continuer à toucher un salaire en créant une entreprise avec à la fois le meilleur des deux mondes et le pire des deux mondes. Mais c'était vraiment une belle expérience. C'est quoi qui fait la différence en start-up ? C'est le côté, il faut absolument sortir un truc rapidement, c'est le côté rapide, c'est le côté... Je pense que dans les startups non supportées par une entreprise, il y a vraiment ce côté de pouvoir finalement à un moment gagner de l'argent avec ce qu'on fait, de pouvoir en vivre vite et de pouvoir en vivre vite pour pouvoir continuer à développer. Et en réalité, on se rend compte que au début, quand les entrepreneurs créent leur entreprise, ils disent « il faut que j'arrive à gagner de l'argent ». Puis à un moment, ils disent « il faut que j'arrive à faire tenir l'entreprise ». Et il y a toujours un petit peu des deux, en réalité, dans ce qu'on veut faire. Alors que c'est vrai que quand on est dans une entreprise comme ça, il y a aussi un côté faire plaisir à la direction et ramener des choses dans l'entreprise, ramener de la créativité, ramener de l'énergie aussi dans une grande entreprise pour faire bouger les choses. Et se dire qu'au finalement, on est un peu chef d'orchestre de tout, peut-être aussi d'avoir une sorte de multitâche continuelle par rapport à tous les interlocuteurs qu'on peut avoir. Alors moi, j'ai vraiment besoin de toucher à tout, de rencontrer plein de monde. Et du coup, c'est vrai que le côté entrepreneuriat était vraiment exceptionnel pour moi. Et on me demande souvent, si jamais je peux rentrer dans un seul projet, et j'en suis complètement incapable parce que j'adore le fait de pouvoir toucher à tous les projets et d'aller dans des sujets tellement variés que ça permet vraiment tout le temps de se renouveler, de recréer des choses très rapidement et c'est vraiment Vous allez nous parler de vos projets, effectivement, et il y en a plusieurs qui sont complètement différents et à chaque fois, effectivement, très, très innovants. Une dernière question sur cette période-là. J'ai vu que vous aviez fait un track de Y Combinator à une époque, 10 semaines en ligne.
pour justement, qui est dédié aux fondateurs de start-up. Qu'est-ce qu'on apprend dans une formation comme ça en 10 semaines qu'est-ce que Y Combinator apprend aux gens pour devenir fondateur de start-up? Alors, c'était une expérimentation à l'époque. C'était la première année où ils ont ça. Donc maintenant, les vidéos sont toujours en ligne. Donc le Y Combinator est donc un gros incubateur américain avec des succès assez exceptionnels. Le plus grand étant Airbnb. Et ils ont décidé de mettre à disposition de tout le monde leur méthodologie dans des parties vidéo. Alors nous, comme c'était l'expérimentation, on avait en plus un accompagnement en groupe avec quelqu'un qui avait fait réellement l'incubateur et qui du coup avait monté une très belle entreprise et du coup qui nous challengeait. Et je trouve que pour avoir fait aussi beaucoup d'incubateurs en France, c'est très différent comme approche parce qu'il y a vraiment cette démarche de toujours avancer avec des phrases un peu choc du Y Combinator qui sont n'essayez pas de résoudre des problèmes que vous n'avez pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire dans la culture française. On veut d'abord avoir déposé les statuts, avoir déposé la marque, avoir fait toutes ces choses-là, alors qu'on n'a aucun problème là-dessus. Et vraiment, cette envie d'avancer et de se poser les questions différemment. Je me souviens d'une séance de coaching où quelqu'un disait je voudrais faire ça, mais c'est peut-être un peu cher par rapport à ce que je veux proposer comme solution. Et la personne en face lui avait dit mais tu pourrais le vendre 100 euros par mois. Il dit non, 100 euros par mois c'est pas possible. Il dit 50. Il dit 50 ça se discute. Et il dit si je t'avais dit 30 au début tu m'aurais dit non. Alors que là je t'ai amené à 50. Et du coup vraiment le fait de prendre les choses un peu à l'envers, je trouve que c'était vraiment intéressant c'est finalement plus un état d'esprit qu'on apprend aussi. C'est plus un état d'esprit et c'est aussi faire tomber les barrières en fait qui est vraiment je pense un des gros enjeux des entrepreneurs aujourd'hui. Et tout ça, cet état d'esprit, du coup, aujourd'hui, vous le mettez au service des associations et des entreprises de l'ESS. C'est important pour vous, du coup, de travailler avec ce type d'organisation à impact ? Oui, c'est très important pour moi. En fait, quand j'ai quitté la Société Générale après 15 ans, donc on est en 2021-2022, post-Covid, beaucoup de bouleversements, je pense, pour beaucoup de monde, et beaucoup de questionnements, et vraiment une envie d'apporter quelque chose dans le monde. Donc j'ai d'abord essayé de créer ma propre entreprise, et je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que j'étais le plus heureuse, que finalement je passais plus de temps à aider mes amis entrepreneurs qu'à monter mon entreprise. Et vraiment, du coup, je me suis dit, moi, j'ai vraiment cette compétence technique dont j'avais pas forcément conscience avant parce qu'elle était assez naturelle, et je pense que c'est nos forces naturelles qu'on a tendance à pas savoir mettre en valeur. Et du coup, mettre finalement ces compétences au service de personnes qui ont vraiment des beaux projets, qui ont envie de changer le monde et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Parce que pour vous, c'est naturel, mais pour eux, c'est très compliqué. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le no-code est là pour essayer de simplifier ce qui est compliqué. Donc on a déjà un peu parlé de no-code ici. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision, votre définition du no-code en 2025 ? Pour vous, c'est quoi le no-code ? Qu'est-ce que ça, si vous deviez l'expliquer comme ça à quelqu'un qui a jamais compris ce que c'était, qui a jamais regardé ce que c'était le no-code ? Alors, en 2025, ça va être, à mon avis, la définition va se transformer encore dans le courant de l'année. Mais pour moi, le no-code, c'est des outils. D'ailleurs, le no-code ou ce qu'on appelle le low-code, qui est un peu entre les deux, ce sont des outils qui permettent d'accélérer les développements informatiques et de mettre à disposition de personnes qui ont peut-être moins de compétences techniques des outils pour réaliser beaucoup plus rapidement leurs ambitions et leurs rêves. Alors vous êtes une spécialiste dans cet univers du no-code, de la plateforme N8N. Alors Maury nous a un petit peu déniaisé sur le no-code, donc on nous a fait un petit tour d'horizon, donc on voit à peu près, mais quand même on va rentrer dans le détail de N8N. Du coup, N8N, comment vous le qualifieriez dans la galaxie no-code pour vous ? C'est quoi ses particularités ? Alors N8N, donc c'est un outil qui permet donc de faire de l'automatisation de processus et qui a cette particularité d'avoir alors il a deux grandes particularités, je trouve. La première, c'est d'avoir intégré très tôt l'intelligence artificielle et du coup de se connecter à tous les outils quasiment d'intelligence artificielle pour pouvoir les utiliser et les intégrer dans des automatisations.
Ouais. Et sa deuxième très grande particularité, c'est que c'est un outil qui est open source ou fair code, comme on dit, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a une partie qui est open source et une partie qui est payante. Et ils ont une énorme communauté de personnes qui les soutiennent. Et finalement, ils nous disaient l'autre jour qu'ils ont des entreprises qui utilisent leur version open source et qui disent « Mais est-ce que je peux payer quand même ?» Oui, je précise que je le mettrai en description de cette émission. Il y a pas mal de tutos sur YouTube pour rentrer dans l'univers N8N, notamment un qu'on vous remettra aussi dans la description pour installer justement N8N sur un serveur, un petit serveur sympa, et c'est facile et c'est pas cher, justement pour se mettre un peu le pied à l'étrier de la solution. Vous conseilleriez quoi justement pour rentrer dans N8N? Par où on commence quand on fait un petit test? Comment vous conseilleriez de se mettre à N8N? Alors, il y a toute une bibliothèque aussi de modèles dans N8N. Et du coup, on peut chercher dedans. Et typiquement, on va trouver assez facilement des modèles sur comment gérer sa boîte mail ou des choses comme ça. Et ça permet de rentrer en ayant déjà des éléments préconfigurés, parce que du coup, donc N8N est presque à la frontière du low-code, donc il y a des parties qui sont un petit peu plus techniques. Oui. Souvent, dans le monde du no-code, on a tendance à dire que les gens commencent avec des outils plus simples comme make.com ou Zapier, et ensuite découvrent N8N et basculent complètement sur N8N. Oui, c'est vrai que Maury nous l'a dit aussi, c'est-à-dire que N8N va quand même vous demander de faire un tout petit peu de code, mais aujourd'hui, faire du code, c'est aussi s'appuyer potentiellement sur des LLM en leur demandant de l'aide, et c'est plutôt pas mal pour se faire aider. Du coup, peut-être que la marche pour passer à N8N un peu plus rapidement, elle est moins haute que ça pouvait être le cas il y a quelques mois. Vous avez évoqué cette question de... c'est des plateformes qui permettent d'automatiser. Alors, moi, la première fois qu'on m'a dit moi j'ai une boîte d'automatisation, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, ça fait quoi en fait? C'est quoi l'automatisation? Pour expliquer un peu pareil à des gens qui sont pas dans cet univers-là ou qui ont pas cette capacité à comprendre. C'est quoi une automatisation? Une automatisation, c'est simplement prendre des tâches qu'on réalise. Simplement, on pourrait dire, voilà, je dessine un petit diagramme qui dit d'abord, je vais chercher telle information dans tel document, ensuite, je vais la saisir à cet endroit-là. Et simplement, on va pouvoir... alors, c'est très, très visuel pour ça, N8N. Ça va vraiment représenter sous forme de processus. Et on va pouvoir aller dire, voilà, chercher cette information à cet endroit-là, la saisir à cet endroit-là. Et simplement, une fois qu'on va l'avoir mis en place une première fois, on va pouvoir mettre des déclencheurs. Donc, ça peut être tous les jours à une certaine heure, ça peut être manuellement, ça peut être quand je reçois un mail, ça va déclencher le processus, donc dire quand je reçois un mail, prendre le contenu du mail, le passer dans une IA, préparer une réponse, et derrière, on peut même faire maintenant avec les différents outils que l'IA nous demande de confirmer que la réponse convient ou de la modifier, et ensuite de la renvoyer visuellement, simplement. on voit le processus effectivement, on voit les connexions à différentes étapes du processus avec d'autres services. Donc c'est là où, on ne va pas rentrer dans le détail de la définition, on fait appel à pas mal d'API. Donc la manière finalement de faire appel à des ressources distantes mais qui viennent interagir avec le processus en question. Vous utilisez quoi comme... Alors voilà, en rentrant dans le no-code IA maintenant, quand vous faites appel à une IA, on va voir après des cas d'usage que vous allez nous partager. Vous utilisez quoi comme LLM principalement? Alors pour l'instant, j'ai principalement utilisé OpenAI, comme beaucoup de monde. Je me pose beaucoup de questions en ce moment, justement, sur le fait de choisir le bon modèle, et de choisir aussi en fonction de son impact, de son impact environnemental, qui est un gros sujet pour moi, et du coup de ne pas choisir un modèle qui soit surdimensionné par rapport à ce qu'on fait. C'est une vraie question, et aussi en termes évidemment d'impact social et culturel, parce que ça peut aussi créer énormément de biais d'utiliser de l'IA partout. Ouais, mais ça tombe bien que vous me disiez ça, parce que c'était ma question suivante, en fait. C'est est-ce qu'aujourd'hui... Alors, enfin, encore une fois, tout va très, très vite, donc on parle de choses qui sont assez récentes quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, un développeur no-code, quand effectivement il a des interactions avec l'IA à réaliser, est-ce qu'il se pose déjà la question? Donc, vous nous répondez, oui, on se pose déjà la question. Maintenant, il faut arriver à aller comparer finalement les modèles, voir ce qui correspond finalement le mieux
à ce que vous leur demandez au modèle et effectivement savoir si celui-ci ou celui-là, il est plus ou moins consommateur. Et ça, vous avez déjà commencé un peu ou c'est encore un peu tôt pour vous et c'est un investissement de temps que vous sentez important? Oui, alors c'est un peu tôt pour l'instant. C'est un gros investissement de temps. Ça change aussi tous les matins. Là, je sais qu'il y a typiquement dans N-Mitten une mise à jour qui va arriver bientôt, qui va permettre de comparer les différentes exécutions du processus et les résultats de l'IA. Donc pouvoir voir si dans le temps et en changeant de modèle, on garde la même qualité. Donc ça va être vraiment très très intéressant pour ce genre de test. Et puis donc aussi, les mettre en parallèle, c'est ça? Les mettre en parallèle dans votre phase de développement pour voir comparer l'évolution dans le temps et de différents modèles. Et ça intégrera aussi potentiellement la comparaison environnementale? Je pense pas pour l'instant, mais ils n'ont pas encore intégré c'est open Comparia, source, donc si quelqu'un souhaite l'intégrer, effectivement, j'ai commencé à regarder Comparia et ça pourrait être quelque chose effectivement qui pourrait être intégré après. Ça serait pas mal, hein. Dès la phase de développement, effectivement, de se poser la question et de se dire tout de suite, ça répond beaucoup mieux, et enfin aussi bien, mais avec beaucoup moins de conséquences. Alors, du coup, vous accompagnez des clients. Comment vous les choisissez? Comment ils viennent à vous? Alors, c'est par différents biais. Moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle No Code France, qui est une très très belle communauté où il y a 16 000 personnes, où on échange quotidiennement sur beaucoup de sujets de l'IA et beaucoup de no-code et beaucoup d'autres sujets aussi. Et notamment dans cette communauté, j'ai pu rencontrer No Code for Good, qui met en relation des porteurs de projets avec des experts du no-code pour réaliser des projets. Donc si vous avez un projet, vous pouvez aller le déposer sur cette plateforme pour qu'il soit réalisé gratuitement ou à tarif solidaire. Donc j'ai commencé comme ça. On remettra le lien en description de l'émission. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à rencontrer, et puis après aussi par les incubateurs dans lesquels j'étais passée avant, donc La Ruche, Ticket for Change, où j'ai rencontré beaucoup de projets. Et petit à petit, en bouche à oreille, je rencontre du monde. Notamment, aujourd'hui, un de vos clients, en tout cas avec un projet un peu emblématique, c'est l'association Antoine Aleno. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'association? Comme ça, on voit dans quel contexte elle se situe. Donc, l'association Antoine Aleno, elle a été créée il y a un petit peu moins de 3 ans par la famille et les amis d'Antoine Aleno, qui avait 24 ans et qui est décédé dans un accident de la circulation, tué par un chauffard récidiviste. Ses proches ont décidé de transformer cette énergie en énergie positive. Donc, il y a 3 missions principales dans l'association: accompagner, sensibiliser et mobiliser. Donc, c'est une association qui accompagne les familles endeuillées qui ont perdu un jeune dans des circonstances violentes, qui sensibilise notamment sur tout ce qui est autour des accidents de la route et de la circulation, et qui mobilise notamment, qui soutient le projet de loi pour créer l'homicide routier. Et donc, il y a toute une partie innovation. Et dans cette partie innovation, on a une partie qui est un challenge startup qui est en cours pour trouver des solutions, et une partie vraiment très innovation technologique pour réduire les accidents de la route. Alors, au moment où l'émission est diffusée, le challenge, peut-être que les candidatures seront fermées parce que c'est vraiment en train de finir. Pour autant, les différentes candidatures, les différents projets seront présentés à Vivatech en juin 2025. Moi, figurez-vous que je connais bien cette association, je vous en ai parlé, parce que c'est une association qui est partenaire d'une course à pied. Et oui, chers amis, ceux qui nous écoutez en train de courir là, avec l'émission dans les oreilles, je vous conseille le 10 km des étoiles. C'est une super belle course au centre de Paris, qui justement est pour les pros du tourisme et de l'hôtellerie, et qui est partenaire, en fait, dont l'association partenaire est l'association Antoine Aleno.
Voilà, donc on salue au passage Paul Pécriot, l'organisateur de cette course. Je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que j'aime beaucoup cette course et que c'était l'occasion d'en parler. Avec donc cette association, vous êtes en train de monter un super projet dans le cadre de cette concours à impact. C'est finalement, c'est quoi ce projet finalement sur l'accidentologie ? Alors le projet s'appelle La Boussole et l'objectif c'est d'anticiper les accidents de la route et idéalement de les empêcher avant qu'ils ne se produisent. D'accord. Et pour ça, on combine différentes sources de données, donc toutes les données publiques sur les accidents de circulation, les informations des citoyens. Donc l'idée, c'est de recueillir des témoignages de citoyens sur tout ce qu'ils ont pu observer sur la route, parce que souvent, quand il y a un accident qui se produit, en fait, les citoyens savaient que ça allait se produire un jour à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est de collecter aussi ces informations-là. Et les articles de presse qui nous permettent d'avoir un maximum d'informations sur tout ce qui s'est produit sur la voirie. Donc, les accidents et les presque accidents d'ailleurs, qui eux ne sont pas répertoriés en fait. Donc vous rassemblez toutes ces données qui sont à chaque fois un petit peu partielles et qui se complètent les unes les autres. Alors moi, vous m'avez parlé de la manière dont vous récoltez les témoignages des citoyens, je trouve ça assez génial. Comment ça marche ? Alors, on a une partie qui est sur WhatsApp. Ouais. Donc, on a un bot sur WhatsApp qui vous permet de calculer une sorte de score et d'améliorer du coup votre comportement routier. Et une partie qui va vous permettre de témoigner. Donc, on va avoir un agent qui est un agent IA. Donc, vous discutez avec le bot. Voilà, qui va vous interviewer, qui va vous poser tout un tas de questions et qui va venir compléter les informations qui sont manquantes dans la base de données. Et pareil pour le score d'immunité, il va vous interroger sur la manière dont vous vous comportez finalement sur la route pour vérifier si ce que vous faites est risqué ou pas en fait. Oui, et puis pour suggérer du coup des améliorations et des petites choses à changer dans son quotidien pour améliorer la sécurité pour tous. Et est-ce qu'on peut accéder aussi à la base des accidents justement via ce bot ? Oui, exactement. Donc en fait, c'est un peu une collection d'agents IA et il y a une partie qui va permettre d'accéder à toutes les informations puisque l'objectif c'est de les rendre disponibles, que ce soit pour les citoyens, pour les collectivités ou pour des journalistes pour pouvoir aller consulter toutes ces informations. Et donc ça, c'est un projet qu'on a, donc la partie base de données qui a été menée avec Nicolas Rouillet, qui est ingénieur avant-vente chez Neo4j et qui permet de faire des bases graphes. En mode graphe, ouais. En mode graphe, voilà. Donc en fait, ça combine la puissance des vector stores et des graphes qui nous permettent de retrouver des proximités entre des événements, entre des contextes, pour pouvoir identifier quelles sont les situations les plus dangereuses, comment on peut les améliorer et à terme pouvoir proposer aux collectivités locales des solutions pour modifier la voirie, repérer les lieux qui pourraient être dangereux et accompagner les citoyens pour éviter les accidents. On en reparlera, ça va peut-être m'intéresser pour une autre casquette. Et donc, du coup, tout ça est orchestré par N8N. Exactement. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est que N8N arrive à orchestrer à la fois le WhatsApp, à la fois les IA qui font les bots, à la fois la base graph Neo4j. Et tout ça, finalement, alors, avec assez peu de code, même s'il y en a toujours un petit peu, quand même. Il y en a toujours un petit peu, mais relativement peu, finalement. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir cette représentation visuelle finalement de tous les processus, ce qui permet aussi à des personnes moins techniques de voir comment fonctionne le processus, de le comprendre et de le réparer. Oui, c'est ce que vous me disiez aussi en préparant cette émission, c'est que finalement après vous pouvez plus facilement aussi passer la main à votre client parce que l'outil lui montre visuellement ce que vous avez développé, voire même peut-être lui permet de rentrer dans la manière de le développer, voire de le modifier un petit peu. Donc c'est pas que la livraison d'un dispositif technique, c'est la livraison finalement aussi d'une prise en main technique. Exactement. Moi, mon objectif, c'est vraiment que le client il puisse avoir la main et garder le contrôle sur ce que j'ai créé pour lui. Et typiquement, là, on sait que les prompts vont devoir évoluer régulièrement. Et l'objectif, c'est vraiment que la personne qui est en charge puisse avoir la main, puisse modifier elle-même les prompts sans avoir à rentrer dans du code et à rentrer dans de la technique. Est-ce que vous avez un dernier message à passer sur l'usage du no-code et de l'IA ? Parce qu'effectivement, c'est l'heure de conclure. Claire, ça va tellement vite. Moi, je pense que c'est vraiment une magnifique opportunité de développer des choses et de réaliser des choses pour le bien commun.
et que c'est vraiment le bon moment pour s'y mettre, pour démarrer, qu'on peut aller très très vite. On peut être accompagné. Et on peut être accompagné quand on a besoin. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question pour utiliser l'IA à bon escient quand même, et pas se retrouver avec des IA qui parlent à des IA, mais pouvoir vraiment en profiter pour changer le monde tous ensemble. Génial. Merci pour ce partage. Merci pour le partage de votre parcours et de vos engagements. On vous retrouve sur LinkedIn ? Oui. On vous retrouve sur un site internet ou pas ? Alors, j'ai un site internet, interest avec 2 R comme la terre.fr. Très bien. Merci Claire. Merci. Merci chères auditrices et chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et à très bientôt.